Salut, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crime glacé. Hello, hello, hello! Coucou! Comment vous allez, vous dit tout le monde? J'espère que vous êtes contents d'être heureux. Oui, nous là, vous ne voyez rien, mais nous c'est différent parce que là, on est chez mes parents à Uh-huh. Québec, dans ma chambre. Dans la maison familiale, entourée de montagnes et de neige, parfait pour le temps des fêtes. Oui, donc là, si vous remarquez que le son est différent, ben c'est qu'on n'a pas le même setup que d'habitude. Désolée Ouais. si ça vous dérange. J'espère que ça va sonner aussi bien. Au moment où l'épisode va être publié, là, genre au moment où c'est publié là, en ce moment. Ouais. Do you know what, ma chum? I don't know what. La tournée est recommencée. Ah oui? Oui, Tétroville dans 4 jours. Jeudi, cette semaine. J'imagine qu'il y a déjà plus de billets. On s'entend. Ben, je pense Ouais, que je suis pas c'est mal sold sûre. out. Aux dernières nouvelles, il en restait genre 4. C'est ça. Fait que sûrement qu'au moment où on se parle, c'est sold out. Mais bref, je sais pas pour toi, mais j'ai comme vraiment super méga hâte. Oui, ça fait un bout, là. On Oui. avait mis ça sur pause pour le temps des fêtes, mais le temps des fêtes, désolée. Ouais. Mais c'est trop le fun. On Oui. a hâte de vous revoir en personne, de vous rencontrer, 100%. puis de nous raconter notre histoire complètement rocambolesque. Oui, écrivez-nous au pire. Dites-nous en commentaire là, ou écrivez-nous en DM si jamais vous êtes là à Tétroville. Oui. J'ai hâte de savoir s'il va y avoir du monde là pour nous. Ou ben sinon, regarde. On va découvrir du nouveau monde. C'est ça. Puis j'ai hâte aussi de voir Simon, puis Mathieu, puis Marie-Sophie, puis Eric, puis toute la patente. Oui. Fait que, c'est ça. C'est juste que je me rendais compte en l'écrivant que genre ça allait être le moment. Je voulais l'énoncer. Bien dit, puis restez à l'affût pour les autres dates. On continue de se promener à travers le Québec. Normalement, Oui. ça va durer jusqu'à cet été. Fait que on a pas mal de chances de passer pas trop loin de chez vous. Fait que tout va être annoncé sur nos réseaux sociaux. Gardez l'œil ouvert, Oui. Gardez l'œil ouvert. comme dirait Victoria. Ouais, c'est ça. Puis sinon, avant de plonger dans le cas d'aujourd'hui, Shout out! shout out! Oui, notre shout out vient de Jessica. Elle dit « J'aimerais faire un shout-out à mes clientes, celle du parfait regard au salon La Suite à Thetford. Je suis tech en extension de cils et lors des fêtes, ma batterie sociale était à plat. J'ai donc commencé à faire écouter votre podcast à mes clientes pendant leur rendez-vous, avec leur accord, bien sûr. Plusieurs sont repartis avec la forte envie de poursuivre l'épisode non terminé dans leur voiture et d'en écouter à partir de maintenant. Bien heureuse d'avoir fait découvrir l'un de mes podcasts préférés à ma clientèle. » C'est tellement cool. Elle a comme imposé, pas imposé, elle l'a dit, elle l'a demandé, mais genre notre présence dans les oreilles de ses clients. Mais je comprends. Elle nous a là, fait de la pub. Quand t'es plus capable de faire du small talk, là, Ouais. tu mets un podcast, là, puis Ouais. tout le monde est content. Quelle bonne idée! Merci beaucoup. Merci de nous écouter. Merci de répandre la nouvelle à tes clients. Puis je ferais la même affaire, je pense, si j'étais toi, parce que à un moment donné, le temps est long, là. J'aimerais ça que mon esthéticienne fasse ça. C'est cool. Ah! Alors, le 15 juillet 1984, Carrie Swenson, 22 ans, part courir dans un sentier en forêt à Big Sky, au Montana, une petite localité située à un peu plus d'une trentaine de kilomètres du parc national de Yellowstone. Big Sky, c'est une petite localité super touristique qui accueille surtout, les plus sportifs, les fans de plein air, les aventuriers, les hikers, les mordus de camping, de pêche, mais aussi les maniaques de paysages à faire rêver, qui veulent passer un beau moment dans un hôtel luxueux, à prendre un spa devant un magnifique tableau naturel, si près du parc national tant convoité de Yellowstone. Big Sky, c'est également reconnu pour être le lieu où à chaque année se tient une importante compétition de sky running qui s'appelle The Root Mountain Runs. Qu'est-ce que le sky running? Eh bien, il s'agit d'un sport extrême de course à pied dans les montagnes en haute altitude. On dirait que ça fait vraiment où est-ce qu'on est en ce moment. Soit d'une hauteur supérieure de 2000 mètres, des pentes de plus de 30%, obligeant le coureur à avoir certaines aptitudes d'escalade en montagne. Okay. On voit le genre. L'endroit est donc pas trop mal pour s'entraîner si tu es une athlète montante mondiale qui se prépare pour les Jeux olympiques.
Une vaste salle de gym naturel qui te permet de peaufiner toutes les aptitudes nécessaires qu'il te faut pour y arriver. Renforcer tes muscles, ton agilité, ton endurance, ton cardio, mais surtout ta respiration. C'est ce que faisait Kerry Swenson dans les sentiers parcourant les montagnes et les lacs de cette région. Elle y pratiquait son ski de fond l'hiver et sa course l'été. Elle veut faire les Olympiques? J'y arrive. OK, excuse. Pratiquer à contrôler sa respiration était essentiel en tant qu'athlète de biathlon. Le biathlon, en passant, c'est une épreuve sportive combinant 2 disciplines. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un sport hivernal qui combine le ski de fond et le tir à la carabine. C'est très impressionnant et aussi, je trouve, j'espère ne vexer personne, vraiment random comme combinaison. C'est-tu comme pour pratiquer la finition, être minutieux et aussi le cardio pour être essoufflé, comme c'est tellement random. Ça pratique beaucoup d'aptitudes humaines. Puis d'ailleurs, c'est un sport en fait qui est d'origine militaire. Puis là, ça fait un petit clin d'œil à ton épisode que tu nous as fait. Là. Hey, mon Koivunen! Exact, parce que c'est quelque chose qu'on voyait souvent là, dans la guerre, justement, genre des tireurs sur des skis. Puis genre, tu dois être habile là, de tellement de façons. Puis j'ai écouté justement un reportage sportif qui a passé dans un balado fait par ESPN, puis ils décrivent le sport comme suit. Puis là, j'ai bien aimé leur description. C'est comme si on te faisait tourner sur toi-même sans cesse jusqu'à t'en épuiser pour ensuite t'arrêter sec. Et là, tu dois entrer un fil dans une aiguille. Ouh, ouais, genre, c'est ça. c'est comme... C'est fou, là, tout ce que ça doit apporter. Genre, tu dois tellement être fort dans beaucoup de choses, là, je veux dire. C'est très complet, là. Exact. Bref, si on retourne donc au beau matin ensoleillé de juillet 1984, le matin où Kerry s'entraînait en forêt, comme elle le fait à presque tous les jours, genre à peu près 6 jours semaine, eh bien, ce matin-là, notre athlète ne s'attendait pas du tout à vivre ce qui l'attendait. Kerry Swenson, peu de temps après avoir commencé sa course, se fera intercepter par 2 hommes creux dans la forêt et se fera enlever par ces derniers. Des hommes, je dois le dire, dégueulasses, que l'on surnommera plus tard les Mythical Mountain Men Trapped in the Wrong Century, qui sont tombés sur une beautiful little woman of the hills, une petite femme sans défense qui allait faire tomber les cœurs d'hommes. Mais genre, c'est vraiment pas ça, là. On parle ici d'une athlète mondiale de biathlon en plein entraînement qui avait complètement rien demandé, surtout pas d'être enlevée par des fucking creeps. Mais vous allez voir plus tard pourquoi je dis qu'on les appelle de même, là. Pourquoi de tels noms de personnages tirés d'un film romantique boboche ont pris la place de réels psychos et d'une victime qui a un nom, là, qui n'est pas une beautiful woman of the hills? Ouais. Mais surtout, pourquoi faire passer une telle tragédie comme quelque chose d'autant sensationnel? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire horrible de l'enlèvement de Kerry Swenson, mais surtout de son histoire de survie, où elle tentera de reprendre possession de sa vie de toutes sortes de manières. Donc, j'ai divisé ça par chapitre, comme on aime ça ces temps-ci. Alors, chapitre 1. Qui est Kerry Swenson? Là, je vous l'ai nommé brièvement, mais je vais essayer de vous en parler un petit peu plus en détail pour qu'on apprenne ensemble à la connaître. Donc, Kerry Swenson est née en 1961 dans une famille qui valorisait énormément l'éducation, la discipline et l'activité physique. Son père, Robert Swenson, dirigeait le département de physique de l'université Temple, tandis que sa mère, elle, Janet, était infirmière. Kerry a également grandi aux côtés de sa sœur Joanna et de son frère Paul. En 1970, pour s'éloigner de la grande ville et de son animosité, et surtout pour permettre aux enfants de se rapprocher de la nature et de se concentrer à leurs sports respectifs, la famille Swenson déménage à Bozeman, dans le Montana. Le Montana qui est l'état de Big Sky, l'endroit que je vous parlais. Robert Swenson prend alors la direction du département de physique de l'Université d'État du Montana, tandis que Janet se trouve un travail comme secouriste sur les pistes de ski. C'est donc là, entouré de montagnes et de forêts, que Kerry découvre le ski de fond et se passionne très tôt pour les sports d'endurance. Au fil des années, son talent va éclater. Sa technique de ski se précise et elle développe aussi une discipline pour le tir. Parce qu'au début, elle faisait du ski cross-country, genre je sais pas trop. C'est ça comme ça que ça s'appelle. Tu cours avec tes skis, puis à un moment donné, tu... Ouais. Peut-être... Ouais, I guess. Donc, elle faisait Aucune du idée.
cross-country skiing. Et là, éventuellement, elle a appris c'était quoi le biathlon. Donc, elle a développé une discipline pour le tir. C'est donc sa détermination et son esprit compétitif qui vont la pousser à intégrer en 1984 l'équipe américaine féminine de relais de biathlon. Avec ses coéquipières, Holly Beatty et Julie Newnham, sont 3 filles, elle participe au premier championnat du monde féminin de biathlon à Chamonix, en France. Chamonix, je suis pas sûre. Un événement historique pour les femmes dans ce sport, dominé depuis toujours par les hommes. À seulement 22 ans, Carrie amène l'équipe avec brio. Le trio américain décroche la médaille de bronze, tandis que Swenson se classe 5e de la finale individuelle du 10 km. Un exploit record pour un biathlète américain, hommes et femmes confondus, en 26 ans de compétition internationale de biathlon à ce moment-là. Let's go! She's a real queen. Slay! Cette réussite lui donne donc automatiquement un avenir prometteur. Et comme les Jeux olympiques d'hiver approchent, là, on parle des Jeux olympiques de Sarajevo en 1984, que probablement c'était comme pour ça qu'elle s'entraînait, mais tu sais, elle se disait que peut-être elle allait pas les faire, mais qu'elle allait faire les prochains. On avait Calgary en 1988 au Canada. Et il y a aussi eu des Jeux olympiques spéciaux d'hiver en 1985 qui se tenaient à Park City, au Utah, États-Unis. Donc, elle avait comme 3 options devant elle pour s'entraîner à fond puis essayer d'atteindre les Jeux olympiques. C'est pour ça que je vous ai dit ça en début d'épisode. Uh-huh. Eh bien, Carrie s'entraîne quotidiennement avec l'objectif de représenter les États-Unis au plus haut niveau. Pour elle, le biathlon n'est pas seulement un sport, c'est un espace de concentration, de maîtrise et de dépassement de soi. Un endroit où elle apprend à gérer la fatigue, la douleur, tout en cultivant un esprit de camaraderie avec ses coéquipières. Ensemble, elles affrontent le scepticisme des instances sportives, la médiatisation limitée et le manque de reconnaissance des athlètes féminines dans le sport à cette époque-là. Même si le monde extérieur ignore encore en grande partie leurs exploits aux États-Unis, personne n'a réellement entendu parler de leurs médailles gagnées à Chamonix en France, eh bien, elles deviendront tout de même de véritables pionnières du biathlon féminin. En attendant, toujours en 1984, Carrie accepte un emploi d'été dans un ranch près de Big Sky, dans le Montana, où elle peut continuer de s'entraîner dans les montagnes tout en travaillant comme serveuse, si j'ai bien compris. Il y avait comme un petit restaurant sur le ranch. Mm-hmm. Là, tout semble à ce moment-là s'aligner pour elle. On s'entend. Il n'y a rien à signaler, tout va bien. Ben oui. Mais non, fallait que quelque chose vienne gâter tout ça en bas des escaliers. Bref. Chapitre 2. L'enlèvement. Pour Carrie Swenson, la montagne n'avait jamais été encore un danger pour elle. C'était plutôt un espace familier. Elle était vraiment dans sa zone de confort quand elle était dans les montagnes. C'était pas dangereux du tout. Un endroit où elle se sentait forte, à sa place, en contrôle. Ce matin-là, Carrie est donc concentrée, plongée dans son entraînement, lorsqu'elle remarque, au bout du chemin où est-ce qu'elle est en train de courir, 2 silhouettes qui émergent des bois. Un vieil homme et un plus jeune, comme elle les appelle encore aujourd'hui, encore incapables de prononcer leur nom. Donc, le vieil homme et le jeune. Les hommes se nomment Don Nichols et Dan Nichols, un père et son fils. Non. Don, alors âgé de 54 ans, vivait dans les collines depuis plus d'1 an avec son fils de 19 ans. En fait, j'ai dit plus d'1 an, mais je voulais dire plus de 6 ans. Ça fait comme 6 ans qu'ils sont dans les montagnes et qui ont quitté la vie de société, là, la vie en société. Je veux pas, encore une fois, offusquer personne, mais moi, je trouve ça creepy. C'est vraiment creepy, là. On parle comme d'un homme qui aurait comme perdu sa femme. Je pense qu'il s'est fait laisser par sa femme. Puis probablement, bref, on n'en sait pas plus, mais il serait quitté avec son gars. Puis là, il vit dans les bois, depuis des années. C'est fucking... Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu louche, là. 100% isolés dans les montagnes, donc ils se décrivent eux-mêmes comme des survivalistes. Ces hommes, il y avait un plan, par exemple, complètement fucked up en tête. Après que le jeune homme se plaignait depuis un moment qu'il en avait plus qu'assez d'être seul, et surtout seul avec son père, eh bien, Don Nichols, le père, il aurait pris la décision de lui trouver une femme
une conquête, une Ben oui. proie. C'est comme ça que ça marche. Mais oui, je vais te trouver une femme Ouais, dans le bois. dans le bois. Voyons, c'est des animaux, là. C'est vraiment des animaux. Don il espérait qu'ensemble, il y aurait comme des enfants, puis que cette femme-là, elle deviendrait comme la matriarche de leur tribu. Parce que leur rêve, c'était que leur petit duo s'agrandisse et devienne une espèce de communauté dans les bois. Avec la femme élue, genre, la matriarche, Voyons! pour s'occuper d'eux, genre. C'est un peu dégueulasse, en tout cas. Ben, après 6 ans dans le bois, tu vires un peu sur le top, là. Ouais. Lorsque Carrie les aperçoit, sa première impression des deux hommes est assez claire. Je la cite. « Je voyais bien que ce n'étaient pas des gens bien. Rien qu'à leur façon de s'habiller, à leur apparence. En d'autres mots, c'était comme des tout croches. À savoir que les deux hommes étaient armés, puis ils la suivaient depuis un certain temps. C'était vraiment leur proie. Carrie va également dire qu'au début, aucun des deux hommes ne disait un mot. Il la regardait, tout simplement, de haut en bas, comme un animal qui chasse. Ben voyons! Rapidement, Carrie a compris que quelque chose n'allait pas du tout. Elle va alors commencer par leur poser une ou deux questions du style genre est-ce que je suis bien sur la road? Est-ce que je suis bien sur le bon sentier de randonnée? Tu sais, elle leur pose des petites questions simples comme ça, puis elle voit que personne répond. Là, elle est comme OK, ben c'est pas grave, merci. Elle aurait ensuite... Sérieux, ça me fout les jetons. Elle aurait ensuite essayé de courir à côté d'eux pour les dépasser, mais pour que vous sachiez, la piste où elle se trouvait en ce moment était très étroite. Une piste où un cerf peut passer à travers les branches, comme c'est décrit dans le reportage. Donc, pas vraiment de place pour plus que 2 personnes de large. Ouais, tu peux pas tant les contourner sans les frôler. C'est ça. Mais Carrie, tu sais, elle se dit, bon, je vais juste faire comme si rien n'était. Ils sont vraiment bizarres, ils me répondent pas. Puis, à place de revirer de bord, elle fait juste continuer son chemin, puis elle espère, justement, en passant à côté d'eux, genre en les esquivant, genre, ben, pouvoir continuer sa course. Et moi, s'il y a 2 dudes habillés, je sais pas trop comment, avec des armes qui me bloquent le chemin, je revire de bord. Et que moi aussi. Mais tu sais... Ben, on sait pas, elle, peut-être qu'elle s'est dit... je cours vite, je vais juste continuer. Là, elle a eu une autre logique dans sa tête, là, mais moi, si je me mets à sa place, c'est ce que je ferais. Moi aussi, j'ai l'impression. Mais ça veut pas dire qu'il l'aurait laissé partir. Il l'aurait peut-être poursuivi aussi si elle avait reviré de bord. Oui, c'est ça. Donc, bref, c'est en arrivant sur eux que Dawn va prendre Carrie par le bras, fort, lui signalant clairement qu'elle ne poursuivrait pas sa course. Les Nichols lui annoncent calmement leur intention. Elle ne partira pas. Ils veulent la garder avec eux dans les bois, convaincus qu'elle finira par accepter de devenir la compagne de Dan, le fils. Leur discours est complètement détaché, presque banal, comme si, genre, ils voyaient pas que leur geste en ce moment, c'était un crime. Genre, ils ont aucune conscience de ce qu'ils font. Ils sont déconnectés. Oui, c'est complètement effrayant. Carrie tente d'abord de négocier, de dire, genre, ben non, laissez-moi partir, puis je continue, genre, qu'est-ce que vous faites? Genre, je suis pas la fille que vous avez besoin, que what the fuck? Mais les hommes, ils bloquent son passage. Ils vont alors la maîtriser, l'attacher, puis la forcer à s'enfoncer plus profondément dans la forêt avec eux, s'éloigner du sentier. Tu es tellement jolie. Viens voir notre campement. Quel cauchemar, là. Je ris de nervosité, là. Genre, ouais, c'est un cauchemar. À partir de ce moment-là, chaque minute va devenir une lutte silencieuse pour rester en vie. Pendant sa captivité, Carrie, elle observe les environs. Son premier réflexe, c'est de regarder le chemin qu'elle emprunte. Elle essaie de se rappeler de chaque pas qu'elle fait pour potentiellement s'enfuir puis retourner sur son chemin. Elle écoute aussi beaucoup les hommes. Elle essaie de comprendre leurs plans, de comprendre leurs intentions, leurs habitudes de vie, leurs failles. Tu sais, elle comprend pas, là, ils sortent de où, les 2 bonhommes, là. Puis ils sont clairement sales, là. Ouais. Fait qu'elle doit se dire qu'ils étaient dans la forêt depuis longtemps. C'est ça que je veux dire par sale. Elle est consciente aussi qu'aucune erreur va lui être pardonnée. Elle est blessée à ce moment-là, tellement elle a été prise fort, attachée, tout le kit, affaiblie, mais elle est encore très lucide. Elle sait que sa survie dépend de sa capacité à rester calme et à bien lire la situation. Sauf que là, le temps y passe. Son absence a fini par être remarquée.
Le soir même, elle rentre pas au travail, au ranch. Fait que là, ses collègues, puis maintenant ses amis aussi, ben ils se rendent compte qu'elle est pas là, tu sais, Carrie est absente, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est pas du tout dans son habitude. Comme je vous l'ai décrit plus tôt, ben c'est une fille très disciplinée, elle est toujours à l'heure, jamais qu'elle va manquer du travail sans le dire, tu sais. On contacte alors sa famille, rien, aucune nouvelle de Carrie. Des amis, des membres de la communauté, des collègues, ils vont commencer à organiser des recherches dans la région. Parce qu'à côté de la famille, à côté de la maison familiale, à côté du ranch, de son travail, eh bien, c'est les montagnes. Puis tout le monde connaît Carrie, tout le monde sait qu'elle s'entraîne pour potentiellement les Jeux olympiques. Elle est peut-être blessée, elle est peut-être perdue. Ouais. Donc, il faut trouver Carrie, puis il faut aller dans les montagnes. Mais heureusement, ils connaissent un peu le genre de sentier que Carrie empruntait. Donc, de son côté, Carrie, ben, elle se fait toujours complètement contrôler par les deux hommes. Elle est souvent attachée aux arbres pendant que les hommes ils s'occupent du campement, genre faire un feu, faire une petite cabane, whatever. Et c'est des hommes de Cro-Magnon, là. Ouais. Là, ça m'a écœurée, là. Don, le père, va finir même par attacher Carrie à son fils, Dan, pour qu'ils soient comme collés l'un contre l'autre, qu'ils bondent, I guess, selon sa vision des choses. Fait qu'il était vraiment, là, homme des Cro-Magnons, comme tu dis, là. Genre, il pensait qu'en attachant son fils puis la fille, il allait finir par avoir une connexion entre eux, genre. Autre que les fucking chaînes. Ce que les hommes sont prêts à faire au lieu d'aller en fucking thérapie, genre. Ça n'a pas de sens. Un gars qui a probablement seulement, genre, pas été capable d'accepter le break-up de sa femme à la base. Puis qui est viré puis complètement homme des cavernes. Ça n'a pas de sens. Mais c'est triste, là, aussi, mais j'ai comme pas de pitié pour eux, là, mais à la base, ils étaient sûrement en détresse, là. Vraiment. À un certain moment, Dan Nichols, il va montrer à Carrie des dessins qu'il a faits de femmes nues. Donc, Dan, que ça fait déjà plusieurs années qu'il est dans la forêt, qui a probablement jamais eu de relation sexuelle avec une femme, il dessine des corps de femmes nues. Donc, probablement qu'il connaît ça grâce au témoignage de son père, genre à ses paroles, à ses dires, je sais pas trop. Mais Carrie, là, à ce moment-là, elle est complètement terrorisée. Là. Genre, elle a mal, elle a peur. Elle commence vraiment à penser que c'est la fin de sa vie. Puis le pire dans sa tête en ce moment, c'est genre, OK, ils vont me violer, c'est sûr. Puis ensuite, ils vont me tuer. Là. Genre, elle est complètement vulnérable, en montagne, avec des hommes. Pire cauchemar. Elle va ensuite passer la nuit collée, attachée à Dan Nichols. Genre, la nuit approche, là, puis lui, le père, il est comme « Couchez-vous ensemble, je vais vous attacher, puis vous allez passer votre première nuit ensemble en tant que couple. » Yark. Là, à ce moment-là, elle panique un peu, puis elle dit comme... Tu sais, là, elle sait là, ce qui va se passer, puis tout ce qu'elle est capable de dire, c'est « S'il vous plaît, genre, violez-moi pas, tuez-moi pas, s'il vous plaît. » Puis là, elle commence à dire qu'il y a certains gens dans son entourage qui doivent commencer à la chercher parce qu'elle devait rentrer au travail ce soir-là. Donc, c'est clair que sa famille sont inquiets, ses amis, ses collègues. Et là, Don, il lui dit « Inquiète-toi pas. Genre, tout le monde qui va s'approcher du campement, tout le monde qui va être là pour te chercher, ben ils seront tirés, morts, capoute. » Ah ben oui, inquiète-toi pas. Très rassurant. Cauchemar. Genre, eux sont comme, inquiète-toi pas, genre, ben non, ils t'auront pas. Tu vas pouvoir rester avec nous. Puis, inquiète-toi pas, comme on si va c'était pas... ça qu'elle voulait. Ouais, c'est ça. Il est complètement mêlé, là. Ça n'a pas de sens. Genre, il parle, elle va vraiment raconter qu'il lui parlait comme si, genre, non, comme inquiète-toi pas, on va pas te violer, on va pas te tuer. On veut vraiment juste te garder quelques jours, puis ensuite, tu vas pouvoir prendre la décision de rester avec nous. Genre, c'est sûr que tu vas vouloir, genre, être une femme de la forêt avec nous, tu sais. Ben oui. Carrie dit qu'à un certain moment, elle aurait commencé à entendre les gens se promener dans les bois au loin, crier son nom. Elle pleurait. Elle entendait les gens qui la cherchaient, mais elle n'était pas capable de dire quoi que ce soit parce que sinon, probablement que sa vie à elle allait être finie, tu sais. Ben oui. Puis elle voulait pas non plus les attirer vers elle parce qu'elle savait que probablement qu'il allait tirer ses proches aussi, tu sais. Donc, elle entend son nom crier, elle entend les recherches, elle voit les lampes de poche dans le noir, elle voit tout ça, mais comme elle peut rien faire. Puis, finalement, 2 collègues de Carrie, l'un des 2, son très bon ami, Alan Goldstein, un ami de 36 ans qui travaille avec elle, qui est devenu genre vraiment son meilleur ami. Lui, il a une femme et un enfant. Et aussi un certain Jim Schwalbe, je pense, un autre collègue du ranch, celui-là. Il voit quelque chose au loin.
Genre, les deux sont dans le bois en train de chercher Carrie, clairement. Et là, ils aperçoivent quelque chose au loin. Un genre de campement, un petit feu. Les deux hommes, ils s'approchent tranquillement, puis Carrie, elle les aperçoit au loin. C'est elle qui les voit en premier. Sauf que là, elle hurle. Elle crie genre à ses amis « Approchez-vous pas, ils sont armés. Si vous vous approchez, ils vont vous tirer. » Genre, à ce moment-là, elle met complètement sa vie en jeu. Et comme... Ouais, il pourrait la shooter, là. Oui. Puis là, elle dit non. Genre, tout ce que je pensais, c'était genre « Approchez-vous pas. Je veux pas que vous mourrez. » Genre, ils sont armés, ça va mal finir. Sauf que, bien évidemment, les deux hommes vont pas... Ben, ils vont pas écouter Carrie parce que là, ils la voient enfin, oui, après tant d'heures de recherche. Ouais. Fait que là, ils sont comme, hey, mon Dieu, fait qu'ils s'approchent. Et bien évidemment, la situation dégénère brutalement. Les hommes accourent vers Carrie, qui, elle, est rendue enchaînée à un arbre. Oh my God. Carrie crie, elle hurle, elle leur dit d'arrêter de courir, de retourner sur leur chemin, de s'en aller, ça va bien aller, blablabla. Puis là, les hommes, le père et le fils, commencent à crier après Carrie en retour, genre « Ferme-toi, arrête de crier, arrête de parler. » Et à un certain moment, Don, il va dire à Dan, son fils, « Là, fais-la arrêter de crier, là, je suis plus capable. » T'as aussi les deux sauveurs, Ben oui. Alan puis Jim, qui s'approchent, puis eux aussi, ils crient genre « Laissez notre amie tranquille, libérez-la, qu'est-ce que vous voulez? » C'est le chaos total. Dans la panique, les cris, un coup de feu retentit. Dan Nichols, le fils, tanné de demander à Carrie d'arrêter de crier, lui tire dessus. Ah! Il va dire plus tard que c'était un accident. Ben mais oui. c'est moi vous le dire que... Carrie est atteinte à la poitrine et est grièvement blessée. La balle traverse un de ses poumons, provoquant son affaissement. Ah, elle qui a genre son souffle est full important, sa respiration. Ouais. La panique se poursuit et Don, armé d'un pistolet de calibre 22, sous le choc, tire sur les deux hommes et atteint Alan Gulchin. Le bon ami de Carrie reçoit une balle en pleine tête et meurt sur le coup. Non. Son corps gît maintenant au sol, à seulement quelques mètres de Carrie, toujours vivante, mais qui peine à respirer. Jim Schwalbe, le collègue, a juste le temps de se retourner de bord, de s'enfuir sans se faire toucher à son tour par une balle pour aller chercher de l'aide au ranch. Appeler la police, tout le kit, là, genre. Il va essayer de se rappeler de l'emplacement, mais il peut pas rester là. Ben oui. Il va se faire tuer lui aussi. Les Nichols, comprenant, mais honnêtement, je suis pas certaine qu'ils ont vraiment compris la gravité de la situation, là. Ils enlèvent la chaîne autour de Carrie, ils pactent leurs choses et ils prennent la fuite. Parce qu'en ce moment-là, ben oui. ils n'en ont plus rien à faire, là, eux autres. C'est trop le bordel. Carrie est donc laissée pour morte, à côté sur l'arbre, et puis enchaînée. Seule dans les bois, gravement blessée, incapable de se déplacer. Elle lutte pour respirer. C'est là qu'elle va utiliser ce qu'elle connaît le mieux, les techniques de respiration apprises grâce au biathlon. Wow. Lentement, consciemment, elle contrôle son souffle pour éviter de paniquer, pour rester en vie minute après minute. Elle sait qu'elle doit rester réveillée parce que si elle s'endort, elle va mourir. Les hosties de malades, je m'excuse de dire ça, mais genre, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Genre, je comprends pas. En tout cas, ils vont l'avoir gardée captive pendant plus de 14 heures à leur côté, tandis que la vaste opération de recherche était déjà en cours pour essayer de la retrouver. Puis là, elle entendait les voix, comme je vous l'ai dit, et tout. Chapitre 3, post 18 heures de chaos. Swenson va rester dans les bois pendant environ encore 4 bonnes heures, souffrant de douleurs si intenses qu'elle l'empêchait de bouger carrément. La balle avait pénétré dans la poitrine de Swenson, juste en dessous de sa clavicule, perforé et affaissé son poumon, puis était ressortie sous son omoplate. Elle va rester dans sa genre de position accroupie jusqu'à l'arrivée des secours. Même si son état physique et mental se détériorait à vue d'œil, que la peur de mourir prenait de plus en plus de place dans son esprit, qu'elle ne croyait vraiment pas être capable de survivre jusqu'à la fin de la nuit, parce que c'est encore la nuit, elle refuse d'abandonner, se concentrant encore une fois sur sa respiration. Plus de 18 heures écoulées depuis son enlèvement. Les secours finissent par la retrouver. Carrie Swenson survit. Les jours suivants vont être critiques. Elle passe environ 8 jours à l'hôpital. Elle est hospitalisée, on s'entend, et elle avait du sang dans la gorge. Ah! Genre, c'est un miracle qu'elle ait survécu, là. Wow. Ensuite, elle va entamer une longue rééducation
physique et psychologique. La guérison va être lente. Le traumatisme va rester profond en elle. Swenson va attribuer plus tard sa survie aux compétences de contrôle de la respiration qu'elle avait développées en tant que biathlète. C'est fou, pareil. Quel adon, quand même. Genre, si ça avait été quelqu'un probablement de random, qui n'est pas nécessairement en forme, il serait probablement mort sur le coup. Puis c'est fou parce que, justement, Kerry Swenson, elle parle dans l'entrevue qui a été faite par ESPN, le genre de podcast sportif. Là. Ouais. Puis, elle montre un peu comment elle est capable encore aujourd'hui, là, encore à ce jour, de contrôler sa respiration. Puis, tu sais, elle décrit vraiment ça comme une espèce de méditation en courant. C'est tellement fucked up. Là, genre, tu cours, là, moi, je serais à bout de souffle, là, je cracherais à terre. Là, mais elle est comme 100% calme. Genre, puis elle montre un peu les techniques qu'elle avait, puis c'est impressionnant. Ouais, genre, c'est intéressant. Je comprends pas. Elle va raconter plus tard qu'avant de se faire tirer, le jeune Dan Nichols l'aurait regardé droit dans les yeux. Et là, je la cite, elle dit dans l'entrevue, « Ce n'était pas un accident. » Ben oui. Après son sauvetage et sa convalescence, Kerry s'est immédiatement remise à l'entraînement. Wow! What the hell? Genre, elle était... bonne. C'est fou. Elle était dans son lit d'hôpital, puis la seule chose qu'elle pensait en tête, c'est genre, je dois continuer à faire du biathlon. Genre, sinon, c'est quoi ma vie? Genre, ça sert à quoi, tu sais? Ouais, ben c'est hot, mais c'est un peu maladif aussi, là. Genre, ouais. Faut pas que sa raison de vivre, ça soit le biathlon, tu sais. Non, mais elle a 22 ans. Genre, elle est contente d'être en vie, mais comme je peux encore, ça se peut pas. La garde motivée, là. Ça lui donne un but, là. Son premier entraînement / première course va être fait avec sa mère, puis ça va être de se lever de son lit d'hôpital puis marcher jusqu'à la salle de bain. Genre, pour te dire à quel point... Elle part de loin. Elle part de loin, là, puis son poumon est affaissé, là. C'est fini, là. Avec le temps, elle va retourner dans les sentiers autour de chez elle avec sa mère. Puis on se rappelle, à ce moment-là, non seulement c'était déjà quelque chose de dire qu'elle se remettait à l'entraînement point, là, qu'elle allait marcher dans les bois, dans les montagnes, c'est déjà énorme, mais il faut se dire qu'en ce moment-là, les deux hommes sont encore en liberté. Ils n'ont pas été attrapés. Ça fait genre une dizaine de jours, là, plus? Plus, là, genre c'est les semaines qui ont suivi, là. Mais genre, ils se cachent dans la forêt, là. Ouais. Oh mon Dieu. Sauf qu'avec le temps, elle va réussir en 86, donc 2 ans plus tard, à participer au biathlon en Norvège, un championnat mondial. Et elle va terminer 4e. Wow! C'est fou. Bravo! C'est par contre cette compétition-là qui va être sa dernière parce que, oui, elle s'est prouvé à elle-même qu'elle pouvait y arriver puis qu'elle pouvait y arriver malgré tout, là, malgré toutes les embûches et tous les bâtons dans ses roues, sauf qu'elle va prendre sa retraite du biathlon, d'athlète, en tout cas biathlète, à ce moment-là. Donc, ça va être sa dernière compétition. Elle s'est donné un dernier objectif, elle l'a réussi. Là, elle se dit, je peux me reposer. C'est bien. Ouais. Mais Kerry, elle avait encore énormément d'ambition à ce moment-là. Elle était pas prête de finir, tu sais, puis de se morfondre sur elle-même. Donc, elle va intégrer l'école vétérinaire de l'Université d'État du Colorado et elle va être diplômée en 1990. Donc, aujourd'hui, juste pour vous dire, Kerry Swenson est vétérinaire et elle est aussi entraîneur de biathlon. Donc, elle coach des petites filles à faire autant du ski de fond, du tir à la carabine, le biathlon en soi, mais aussi seulement genre du ski. Donc, elle coach comme de ski, là. Chapitre 4. L'apport médiatique de caca dans toute cette histoire. Parce que je vous avais dit au début de l'épisode comment on les appelait un peu, là, l'espèce de mountain men, genre qui sont pas comme nés au bon moment, puis genre la femme fatale qui est débarquée en forêt pour les satisfaire. Genre, ils sont pas nés au bon moment, fallait qu'ils naissent après le Big Bang, genre, c'est quoi, là? Des espèces d'hommes préhistoriques de cul. Ça n'a pas de sens. Puis on les idolâtre, là, dès le début. Avec le recul, Kerry Swenson choisit de parler de son histoire avec prudence. Pendant longtemps, elle va pas vouloir répondre aux médias. Elle va pas vouloir leur parler, puis elle va laisser sa mère gérer cette phase-là de sa vie, cette partie-là de sa vie. Elle va donc, plus tard, elle et sa mère aussi, vont critiquer la manière dont certains reportages ont transformé son enlèvement en une sorte de légende du Far West, donnant aux ravisseurs une aura romantique presque mythique qui correspond vraiment pas à la réalité vécue, là.
Pour elle, c'est important de rétablir les faits. Il ne s'agissait pas d'une aventure, là, ni d'un récit sorti du grand folklore, mais bien un crime violent aux conséquences durables. Genre, Ben oui. elle en souffre encore à ce jour. Pendant les mois où elle se remet de ses douleurs physiques et émotionnelles causées par ses blessures, la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Montana à ce moment-là fut lancée pour retrouver les ravisseurs. Et au même moment que les grandes recherches ont lieu, les cinéastes harcèlent la famille de Swenson pour obtenir l'autorisation de porter son histoire à l'écran, directement. Ben voyons, genre une fiction, là. Ouais, une fiction. Les cinéastes. En tout cas, je m'excuse, là. Pendant qu'elle refuse des entrevues, puis que c'est sa mère qui essaie de prendre le contrôle, eux, ils la supplient de vouloir qu'elle l'aide dans leur scénario, puis qu'elle raconte son histoire, puis qu'elle la vienne en entrevue et tout ça. Kerry Swenson va finalement accepter de raconter son histoire au producteur Michael Menheim et André Gottfried, excuse-moi de mon accent. Et elle va dire plus tard, dans la même entrevue que je vous parle, que c'était une décision vraiment difficile, qui était complètement passée à... Elle voulait passer à autre chose à ce moment-là. Elle étudiait comme pour être vétérinaire, mais il la laissait tellement pas aller qu'elle s'est dit, ben garde, j'aime mieux raconter mon histoire que ce soit qu'on continue de dire comme plein de récits la merde, là, d'horreur. ouais. Là. Elle voulait qu'au moins la vérité sorte, son histoire à elle. Genre reprendre le contrôle. Pendant la première année, elle va dire qu'elle a eu beaucoup de mal à gérer tout ce qui arrivait. Donc, autant comme se remettre de ses émotions, est-ce qu'ils vont capturer mes kidnappeurs? Puis en même temps, genre quoi, vous voulez m'avoir dans votre film? Genre, ça n'a pas de bon sens. Swenson va finalement collaborer avec les scénaristes, comme je vous l'ai dit, puis elle va même apparaître dans le film, jouant son propre rôle dans les scènes de ski. Donc, à la place d'engager des cascadeurs, c'est elle qui va faire le ski dans le film. Mais ça pourrait être bien, comme de... Genre de... Tu sais, je veux dire, on travaille en cinéma, nous, on le sait, là, fait qu'en pré-production, là, si genre, mettons, il la passe en entrevue, puis elle raconte toute son histoire, puis ils lui font vraiment croire que genre c'est son histoire de survivante qu'on est intéressé par, et aussi son background d'athlète, de biathlon et tout, ça peut avoir l'air super. Puis tu sais, elle, pendant le tournage, elle demandait à faire ses scènes à elle, fait qu'il y a quelque chose de quand même spécial, là. Genre, sur le coup, on dit comme c'est quand même cute qu'il ait demandé, puis c'est le fun, tu sais, qu'elle ait dit oui. Mais au final, quand tu vois le résultat du film, c'est complètement dégueulasse. Ni elle, ni ses parents n'ont pu se résoudre à voir le film terminé parce que juste de voir certaines scènes, ils ont été complètement choqués. Donc, mis à part ce film qui a été fait pour la télé, le film par Gottfried et Menheim, il va y avoir aussi genre beaucoup de séries télévisées qui vont vouloir couvrir le cas. On parle de... une émission à la chaîne ID qui s'appelle Your Worst Nightmare Into the Wild, qui couvre des tentatives de kidnapping, d'assassinat, des trucs qui se passent en forêt. On a aussi une émission qui s'appelle American Justice, qui a été diffusée sur la chaîne A&E. Ça pourrait être quelque chose qui met en vedette justement Kerry Swenson, puis qui explique comme l'histoire, la tragédie qu'elle a vécue, les traumatismes qu'elle vit encore. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'elles ont été abordées, disons-le comme ça. Kerry Swenson et sa famille ont été très mécontents de certains articles de presse relatant son calvaire, estimant qu'ils idéalisent ses ravisseurs en les présentant comme des montagnards mythiques, comme je l'ai répété comme maintes et maintes fois dans l'épisode, et la réduisant, elle, qui est une grande athlète, une femme forte, juste comme quelqu'un à part entière, comme la belle de la campagne, comme je vous l'ai dit. En réalité, ce genre d'histoire-là, puis l'emploi déjà du mot « enlèvement », il attire l'attention pour une raison principale. Ça soulève immédiatement une question plus sensationnelle, genre « est-ce que la victime a été violée ?» C'est souvent ça qu'on se demande, genre après avoir vu un kidnapping d'une femme, c'est souvent la question qu'on se demande. Puis malheureusement, dans la majorité des séries et aussi dans le téléfilm que je vous parlais, là, ils ont comme ils ont comme réussi à maintenir cette interrogation-là en suspens pendant les 3/4 du film. Puis c'est pas comme un suspense que tu veux genre voir dans un film. Ouh, va-t-il la violer? Ben, c'est ça, surtout un film qui est basé sur des faits réels. Genre, pars-moi une fiction, OK, genre arrive-moi avec du suspense, mais si c'est un fait réel comme
fais-les comme il faut. Puis, il faut le dire, heureusement, dans la vraie histoire, ben Kerry Swenson, elle a pas vécu de viol. Puis c'est une chose, genre, incroyable qu'elle ait pas vécu de viol. Une chance, C'est là, une ça aurait été le bout de la marne. Oui, c'est une grande chance. Puis c'est une des premières choses qu'elle a dit quand elle se faisait emmener en ambulance puis en hélicoptère, tout ça, à l'hôpital. Dès qu'elle a vu sa mère, c'est une des premières choses qu'elle lui a dit, genre, pour la rassurer. Genre, je me suis pas faite violer. Donc, je trouve ça un petit peu dégueulasse que, genre, certains films décident de jouer là-dessus quand c'est, genre, vraiment important pour elle de raconter son histoire comme elle l'a vécu. Tu sais, genre, dans le fond, pourquoi vous jouez avec ça? C'est tellement pas un sujet qu'il faut gosser avec, c'est pas une tension sexuelle, non. là, c'est tout le contraire. Mais justement, ces fameux 2 réalisateurs que je vous ai parlé, 2 producteurs, en tout cas, c'est pas très clair, ils s'accrochent à cette possibilité le plus longtemps possible, laissant les 2 hommes s'épancher en commentaires suggestifs. Au fil des ans, ben Kerry a s'est rarement confiée sur son passé et sur les événements qui se sont déroulés en 1984, à cause de tout ça, là, de toutes les conséquences que ça a. Sauf en 1989, sa mère a décidé de publier un livre intitulé « Victime », l'histoire de Kerry Swenson, relatant le point de vue familial. Et dans ce livre, Kerry Swenson explique, à un certain moment, les Nichols, les hommes, vivaient une partie de l'année dans les montagnes, mais ils ne pouvaient pas y survivre, du moins pas sans braconner, cambrioler des cabanes et voler des provisions. Quitter les montagnes pendant des mois même pour acheter du matériel moderne. Finalement, ils ont été capturés sans opposer de résistance car ils avaient froid, faim et étaient épuisés par la vie des montagnes. Ce ne sont pas des vrais hommes de montagne, comme on le dit. Donc, elle raconte dans le livre que, genre, même avec, genre, tout le gros côté sensationnaliste de toute la chose, c'était même pas des vrais hommes de montagne. Genre, peut-être qu'ils ont passé 6 mois à, genre, aller vivre dans le bois de temps en temps, mais, genre, s'ils pouvaient cracher chez quelqu'un, rentrer chez quelqu'un par effraction, voler, nanana, ils le faisaient. Ben oui, c'était pas des survivalistes comme je trouvais aussi qu'il y avait de l'air mal équipé puis pas très enfoncé dans la forêt. Si ils ont, les gens qui cherchaient Kerry l'ont trouvé quand même rapidement. Il était pas... Non. En 2019, l'histoire de Kerry Swenson a fait l'objet d'un podcast ESPN qui c'est une de mes sources principales là, pour l'affaire. Là. J'ai regardé vraiment beaucoup d'articles en ligne, des articles de journaux, des trucs qui sont passés, mais j'ai surtout écouté ce podcast-là parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une chaîne de sport à la base qui ont un podcast qui s'intitule 30 for 30, Out of the Woods. Ça, c'est le podcast qui en fait, 30 of 30, c'est genre... Ils font des histoires sur plein d'athlètes, plein d'histoires qui sont arrivées à des athlètes et compagnie. Et le podcast s'appelle Out of the Woods, qui est l'histoire de Kerry Swenson. Ouais. Et dans ce podcast-là, ben, ils vont recevoir vraiment Kerry. Ils vont recevoir sa mère, ils vont recevoir sa sœur. Ils vont avoir les témoignages aussi de la famille de Hallen, son amie, qui avait, je vous rappelle, 36 ans, une femme et un enfant. Ouais, c'est tragique, là. Il y a quelqu'un qui est mort. C'est vraiment tragique, là. On oublie justement Hallen parce que, genre, toute l'histoire rocambolesque autour de ce qu'ils ont voulu faire avec, là. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment important d'écouter ce podcast-là, puis je trouve que c'était bien fait, puis c'était bien pour qu'on se rappelle vraiment de l'histoire comme elle est vraiment, là, et non avec plein de petits flaflas. Mm-hmm. Mais là, te hint un peu, je sais pas si t'es rendu là, mais il arrive quoi à nos 2 bozos, là? Parce que tu l'as un peu insinué, mais moi, je veux savoir quand est-ce qu'ils se font fucking arrêter. Eh bien, ma chère Juju, tu lis dans mes pensées. Alors, nous sommes rendus là, justement. Chapitre 5. Les vieux doudes et leurs conséquences. Yeah! Wow! Tellement un beau nom de chapitre. Donc, les Nichols, Don et Dan, comme Ding et Dong, vont échapper à la police en vivant dans la chaîne de montagnes de Madison jusqu'à ce qu'ils se rendent lorsqu'un shérif du comté de Madison serait tombé sur eux. Dans la forêt. Dans la forêt. Ben, ils étaient vraiment recherchés, il faut se rappeler. Là. Ouais. Les recherches vont avoir duré 5 mois. 5 mois pour qu'un shérif du comté de Madison tombe dans la forêt sur 2 bozos qui, clairement, étaient nos 2 coupables. Don et Dan Nichols vont donc être arrêtés après une chasse à l'homme de 5 mois dans les montagnes du sud-ouest du Montana en décembre 1984. 5 mois? Ouais. C'est long. Et comme je l'ai dit plus tôt, au moment de leur arrêt, ben, il y avait faim, il y avait soif, il était gna. Fait qu'ils se sont rendus. Dans le fond, c'est pas vraiment des Yetis, sinon ils auraient trouvé une façon de s'en aller plus loin. Là.
Ils ont été jugés séparément à Virginia City, dans le Montana, sous la direction de Mark Racicot, alors avocat au sein du bureau du procureur général du Montana. En mai 1985, Dan a été condamné à 10 ans de prison pour enlèvement et voie de fait. C'est pas beaucoup, mais je veux juste qu'on se rappelle qu'à la base, probablement que Dan Nichols il a été peut-être enlevé par son père. Tu sais, pourquoi il était dans la forêt avec lui, dans les bois depuis autant d'années, blablabla. Donc, un peu brainwash aussi. Un peu brainwash. Il avait seulement 19 ans. Probablement qu'ils ont vraiment beaucoup misé. J'ai pas énormément de détails sur les procès, mais ils ont sûrement misé la défense de... c'est son père qui l'a forcé à tout faire. Puis dans la confusion, dans le chaos, avec les gens qui crient, puis tu sais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu du monde, il aurait comme tiré accidentellement sur Carrie Swenson. Mm-hmm. Il y a quand même eu 10 ans de prison. Ben oui. Mm-hmm. Cependant, il sera libéré sur parole en 1991, après avoir donc servi seulement 6 ans de sa sentence. Ouais. Il ne va pas avoir d'ennui avec la justice jusqu'en 2011, date à laquelle il sera arrêté de nouveau pour trafic de stupéfiants et condamné à 4 ans de prison. Même quasiment le même temps pour kidnapping, tentative de meurtre versus vente de drogue. Ouais. Lol! Et là, je l'avais pas mentionné, mais c'est genre vente de marijuana. En plus, tu sais. Tu sais, c'est tellement ridicule, genre. En septembre 1985, Don Nichols, le père, a été condamné à son tour, mais lui à 85 ans de prison pour enlèvement, meurtre et agression avec circonstances aggravantes. Ouais, approprié pour sa part. Et là, c'est pas dit dans les sources si enlèvement, on compte aussi son fils. Là. Moi, je comprends juste pas ça. Ouais, c'est à partir de quelle date exactement qu'il est avec son fils dans les bois. Là. En tout cas, bref. Mais comme je dis, je n'ai pas trouvé dans les sources plus de détails là-dessus. Don va faire l'objet de 4 demandes de libération conditionnelle. Et à chaque fois, la famille Swenson et leur soutien se sont vigoureusement opposés à sa libération. 9 ans après l'enlèvement de Carrie Swenson, Don Nichols, toujours en prison, rédige derrière les barreaux un manuscrit dans lequel il raconte sa version des faits. Lui aussi veut blablater, là, comme les belles séries télé faites sur le sujet. Il dit, selon lui, Carrie n'a jamais été kidnappée, mais elle aurait simplement été obligée de les accompagner pour un certain temps. OK, What the fuck? Il est stupide, là. On va se dire les vraies affaires, là. Il est un peu con. C'est un plouc. Je l'ai pas kidnappé, je l'ai obligé à me suivre pour un certain temps. Mais oui, Don. Allô? Il affirme que lui et son fils Dan ne voulaient pas lui faire de mal, mais qu'ils cherchaient seulement une compagne pour Danny. Un choix justifié selon eux par rapport à leur mode de vie isolé dans les montagnes. Dans ses écrits, Nichols y minimise la violence et critique la manière dont les médias ont rapporté l'histoire, affirmant que les événements ont été vraiment exagérés. Une audience de libération conditionnelle va finalement avoir lieu en 2012 pour Don Nichols. Et juste avant cette audience, Carrie Swenson va écrire une lettre au Bozeman Daily Chronicle qualifiant le père et le fils de marginaux fous, qui avaient choisi de vivre en marge de la société et de défier ses lois. Et là, je la cite, « J'ai enduré d'être saisi par les 2 poignets, frappé au visage, jeté par terre, enchaîné à Dan, menacé avec des couteaux et des armes à feu, forcé de marcher dans les bois, attaché comme un animal à des arbres, et j'ai passé une nuit terrifiante enchaînée à côté de Dan. » A-t-elle écrit dans sa lettre. Ouais. Elle a déclaré avoir passé des années en thérapie et avoir encore des éclats de but dans la poitrine qui la font souffrir et ravivent les souvenirs traumatisants de l'épreuve qui a mis fin à sa carrière sportive. Le 27 avril 2017, après plusieurs audiences de libération conditionnelle, les membres de la commission ont noté le casier judiciaire vierge de Nichols pendant ses plus de 30 ans de prison et le fait qu'il ait suivi des programmes éducatifs, notamment de gestion de la colère et de compétences de vie. Mais c'est sûr que son casier est vide pendant 30 ans s'il est en prison. Je pense que tu peux faire quand même des crimes en prison puis rajouter à ton casier. Mais genre... Donc, ce que je veux dire, c'est pour avoir resté calme pendant 30... Là, on parle de 32 ans derrière les barreaux. OK. Et avoir fait les programmes, blablabla. Ils vont alors décider de donner
la libération conditionnelle à Don Nichols, alors âgé de 86 ans. Ok, Après ouais, avoir... il est vieux, là. Ouais, il est vieux. Après avoir purgé 32 ans de sa peine. Don a été libéré de prison le 23 août 2017 à 86 ans. Et pour votre information, il est décédé le 17 juin 2023. Et entre 2017 et 2023, il n'aurait pas fait quoi que ce soit. Ouais, ben à 86 ans, c'est difficile. Là. Ben, gars, tout est possible. Fin du chapitre. Conclusion. Aujourd'hui, Carrie Swenson n'est pas seulement la jeune femme enlevée par des monstres dans les bois. Elle est vétérinaire, pionnière du biathlon féminin américain, une athlète reconnue pour ses exploits, intronisée au temple de la renommée du biathlon américain avec ses coéquipières de 1984. Donc, depuis 2015, elle est au temple de la renommée du biathlon américain. Elle souhaite que l'on se souvienne d'elle pour sa ténacité, ses accomplissements sportifs et sa résilience, et non pour l'événement tragique qui a marqué sa vie ce jour-là. Elle récupère surtout, enfin, son histoire volée. À travers son parcours, de la montagne du Montana aux podiums internationaux, Carrie incarne la force tranquille, le courage et l'audace d'une génération de femmes qui ont ouvert la voie dans un sport difficile, longtemps réservé aux hommes, et qui, malgré le traumatisme, ont continué à viser l'excellence. Son histoire est autant celle d'une survivante que celle d'une athlète qui a repoussé les limites de son corps et de son esprit et qui continue d'inspirer ceux qui entendent son récit. Pour Swenson, le sport a toujours demeuré un espace de concentration, de sérénité et d'accomplissement, un domaine où elle peut se reconnecter à ses racines et à son identité d'athlète pionnière, malgré le traumatisme du passé. Elle cite son père en disant « Il ne faut pas se perdre dans les regrets », une philosophie qui guide sa vie au quotidien. Swenson avait d'abord peur de sortir seule courir. À maintes reprises, j'ai dû me forcer à retourner dans la forêt, dans les bois. Je commence enfin à pouvoir faire face à ce qui m'est arrivé, mais je ne leur pardonnerai jamais. C'est ce qu'elle dit dans l'entrevue à ESPN sur le podcast 30 pour 30. Même si, avant l'événement, rien ne pouvait la préparer pour ce qui allait lui arriver, c'est peut-être, selon elle, son sport qui l'a aidée à survivre. Il s'agit véritablement d'une histoire de courage personnel. C'est l'histoire de quelqu'un qui a peut-être été victime pendant un certain temps, qui n'a pas choisi que cela lui arrive, mais étant donné que c'est arrivé, elle s'en est remise avec un courage et une force d'esprit incroyables. Bravo, Carrie! Et c'était son histoire. Hey, mais tu sais, c'est vraiment une belle histoire. Puis Carrie, je la trouve full inspirante, mais on dirait que je trouve ça triste pour Allen. Ouais. C'est comme lui, il a passé sous le radar bien raide, là. C'est quand même un père de famille qui est mort, là, dans cette histoire-là. Ouais. En essayant de sauver Carrie, là. Mais tout a été comme ramené au sensationnalisme de l'histoire, à la survie d'une athlète. Puis, tu sais, là, je parle beaucoup justement de l'athlète. J'ai essayé de pas juste parler de genre les petites surfaces. Là. J'ai essayé de vraiment vous décrire c'était qui elle, puis maintenant qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui et tout. Mais en effet, genre Allen est passé complètement sous le radar. Complètement sous le radar. C'est pas assez sensationnaliste. Non. Il y a sa femme qui parle dans l'entrevue de ESPN pour dire que, juste pour comme dire justement ça, à quel point Allen, lui, on s'en fout dans le fond. C'est un père de famille qui a été tué, on s'en fout. Puis elle explique comment que ça l'a genre marqué sa vie, puis comment que j'imagine. Elle a perdu l'homme de sa vie, puis le père de son enfant. Puis... C'est terrible. Mais il n'y a pas plus d'histoire que ça par rapport à Allen. C'est vraiment comme... Tout est relié au sensationnalisme de l'affaire. Les Mountain Men, puis la Young Lady. Ah, ben, une petite pensée pour lui. Puis... Ouais, vraiment, t'as raison. Bravo pour cet épisode, là. C'était quand même intense, là. Puis c'est tellement décourageant, là, le traitement des médias, puis des films, des séries, là. Ouais, autant il y en a qui font ça pour les bonnes raisons, puis genre... Je suis capable de le dire quand j'en vois une, que je suis comme, ça paraît bravo, rapidement. genre, vous avez fait un beau travail, puis j'ai l'impression que vous avez fait ça pour les bonnes raisons et tout. Mais dans ce cas-là, puis genre, allez pas voir sur YouTube, là, comme c'est disponible, mais genre, crime, c'est dégueu, là. Je veux dire, juste les images, tu sais, elle est encore en vie, là, elle a à peu près 63, 64 aujourd'hui, puis qu'on la laisse tranquille, tabarouette, genre, elle a vécu quelque chose d'horrible. Oui, elle a survécu, puis c'est incroyable, puis c'est probablement grâce à elle-même qu'elle a survécu parce que toutes les aptitudes qu'elle avait et tout. Mais genre, après ça, laissons-la fucking tranquille. Genre. En tout cas.
Ben, sur Donc, ce, voilà. ça conclut... Mon Dieu, j'ai bugué. C'est quoi que ça conclut? C'est le dernier épisode avant mon Patreon? Oui, c'est ça? oui, Ok. oui, excuse. Ça conclut le mois de janvier. Oui, ça conclut le mois de janvier, mais il se poursuit sur Patreon. La semaine prochaine, c'est mon épisode bonus. Oui! Un crime en randonnée. Un petit lien, peut-être. Elle fait pas de la randonnée, Carrie, mais genre, j'avais des semi-images, là, tu sais, quand même. Oh my God, mais j'ai même pas catché. Mais c'est pas une randonnée, hein, mais je veux dire, il y a quand même Non, quelques c'est ça, c'est pas une petits randonnée, liens. mais genre, Fait que drôle honnêtement, d'adon. ouais, j'avais complètement oublié. complètement, genre, Ben, c'est pas grave. je suis je suis Ben pas non, désolée. non, c'est pas grave. C'est juste un lien sans Eh le ben, vouloir. on aura Mais deux oui, histoires si de- vous êtes curieuse, rejoignez-nous sur Patreon. Et sinon, on se rejoint dans 2 semaines pour le retour au programme régulier. Oui! Fait que merci d'avoir écouté. Oui, bon n'hésitez mois pas de à nous janvier. jaser. Bon mois de janvier. Habillez-vous chaudement, il fait frais dehors. Puis on se voit la semaine prochaine sur Patreon. Ou sinon, dans 2 semaines. Oui. Gros bisous, bye! Bye, on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.